Gulfstream 4 aux couleurs du magasin Harrods vient d'atterrir. À son bord, Dodi Al-Fayed et la princesse Diana. La romance du couple est l'événement à sensation de l'été. Une photo exclusive peut rapporter 2 à 3 millions de francs à son auteur. Ainsi, le matin même, la princesse de Galles nageait dans les eaux d'une plage retirée de Sardaigne. Cette baignade n'était pas restée privée très longtemps. Les paparazzi étaient là, en bateau. En fait, ils l'avaient suivie, elle et Dodi Al-Fayed, pendant tout leur séjour en Sardaigne. Cette sollicitation permanente avait fini par exaspérer le couple. Nous devions prendre un petit bateau. Nous allions vers eux et leur demandions de partir pour respecter l'intimité du couple. Mais ils ne bougeaient pas. Chaque fois, ils nous répétaient, vous savez, nous devons gagner notre vie. Les derniers jours du couple ont été troublés par au moins 2 altercations avec les photographes. La princesse de Galles et Dodi Al-Fayed décident alors de quitter la Sardaigne. En début d'après-midi, ils embarquent à l'aéroport d'Olbia, destination Paris. Les paparazzi italiens préviennent avec leur portable leurs collègues français. Bonsoir. Il est 15h15 ce samedi 30 août 1997, lorsque roule sur la piste du Bourget l'avion privé qui transporte Diana, son fiancé de l'été Dodi Al-Fayed et leur garde du corps. Il y a 7 personnes à bord. Il reste 9 heures à vivre pour 2 d'entre elles, pour la princesse de Galles, mère de William, futur roi d'Angleterre, et pour son compagnon, fils d'un milliardaire égyptien. Ce droit de savoir est entièrement consacré à l'histoire de ces 9 heures. Il donne la parole à tous les témoins en mesure de se souvenir tous les instants du drame. 26 témoins au total que vous allez entendre. 8 d'entre eux ont été retrouvés par la BBC, la première chaîne de télévision britannique. 18 par les journalistes de TF1. Avec eux, nous allons essayer de répondre à toutes les questions que pose cet événement tragique. L'enquête. Lorsque l'avion privé atterrit au Bourget, les chasseurs d'images français sont déjà là. L'ambiance était décontractée. Tout le monde savait que ça ne représentait pas un intérêt énorme, vu toutes les photos qui avaient été faites précédemment dans le sud de la France ou en Italie. Leur cliché raconte désormais l'histoire des dernières heures de la princesse de Galles. Diana d'abord, qui descend de l'avion, précédée de Trevor Rhys-Jones, aujourd'hui seul rescapé de l'accident du tunnel de l'Alma. Le second garde du corps, c'est Keith Wingfield. Les 2 hommes sont membres d'une importante équipe de sécurité employée par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, propriétaire du Ritz à Paris et de Harrods, le plus célèbre des magasins anglais. Au pied de l'avion attendent Louis Demarque, chef d'escale de Transair, Philippe Dourneau, chauffeur des Al-Fayed, et Henri Paul, numéro 2 de la sécurité du Ritz. Henri Paul est devenu l'homme de confiance de la famille Al-Fayed. La princesse de Galles, curieusement, ne bénéficie d'aucune protection officielle. Elle venait à titre privé et n'avait exprimé aucune demande à travers la voie normale de saisine de mon service, qui est la voie du Quai d'Orsay via l'ambassade. Notre service n'est pas un service de protection privée à la demande, c'est un service officiel de la police nationale qui ne répond qu'à des demandes officielles, des saisines, comme l'on dit, officielles à travers les ambassades des pays considérés et le Quai d'Orsay. Ça n'avait pas été le cas? Pas du tout. La police de l'air et des frontières du Bourget est mise, elle aussi, devant le fait accompli. Donc vous ne savez pas que la princesse de Galles est à bord du biréacteur qui se pose au Bourget? Nous ne le savons absolument pas. Le fonctionnaire de chez nous, qui naturellement bénéficie d'une marge de manœuvre, a donc décidé de proposer à la princesse Diana d'accompagner la personnalité jusqu'à la limite de la compétence territoriale, c'est-à-dire jusqu'à la bretelle de l'autoroute A1 vers Paris. C'est ce qui a été fait.
Je précise que donc, à ce moment-là, la Mercedes qui emportait la princesse ouvrait la marche. La voiture, et non pas des motards, la voiture de police sérigraphée, police suivait en deuxième position, et le 4x4 qui amenait les autres passagers, les bagages, fermait la marche. Les photographes suivent en voiture et à moto. Là, les avis divergent sur ce qui s'est réellement passé. Une Peugeot noire est arrivée de l'arrière et nous a bloqués. Elle a pilé devant notre Mercedes en nous obligeant à freiner brutalement. Et les gars sur les motos se sont mis alors à la hauteur de la Mercedes et ont essayé de prendre des photos. Il n'y avait aucune voiture qui a empêché la voiture de la princesse. Je ne l'ai pas vue. Henry Paul conduit la deuxième voiture, la Range Rover d'escorte, avec Winfield à ses côtés. Le garde du corps travaille depuis 5 ans pour la famille Al-Fayed. Il rencontre Henry Paul pour la première fois. Il conduisait bien. C'était un bon conducteur. Un chic type. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, le prince Charles se promène avec ses fils William et Harry. Diana, qui n'a pas revu ses enfants depuis la fin juillet, leur téléphone régulièrement à Balmoral en Écosse, la résidence d'été de la famille royale. William et Harry savourent leurs derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire. Ils ont hâte de revoir dans quelques jours leur maman. La Mercedes 600 de Dodi Al-Fayed et la Range Rover arrivent au bois de Boulogne, à la Villa Windsor. Le convoi a semé les paparazzis. Le père de Dodi a loué l'ancienne résidence du duc et de la duchesse de Windsor pour 25 ans à la mairie de Paris pour la modique somme de 10 000 francs par mois. En échange, le milliardaire égyptien s'est engagé à en faire un musée privé. Il aurait récemment décidé d'y installer son fils Dodi. Selon vous, est-ce qu'ils allaient habiter ici? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Mohamed Al-Fayed avait loué pour une longue période cette villa. Probablement il l'a amené là-bas parce que c'est aussi une sorte de musée. Pas forcément pour lui faire visiter sa future demeure à elle. La visite de la Villa Windsor dure 30 minutes. Puis le couple repart vers l'hôtel Ritz, place Vendôme. Il est 16h30. Le célèbre palace appartient en partie à Mohamed Al-Fayed, qui a englouti plus d'1 milliard de francs pour lui rendre tout son éclat. Les paparazzis sont là, et pour les éviter, le couple passe par l'arrière de l'hôtel, rue Cambon. De la suite impériale, un peu plus tard, la princesse de Galles appelle son ami et confident, le journaliste du Daily Mail, Richard Kay. « Je n'ai jamais été aussi heureuse », lui confie-t-elle. Dodi Al-Fayed traverse la place Vendôme pour aller chercher chez le joaillier Alberto Repossi une bague qu'il souhaite offrir à Diana. Le couple, il avait vu à Monaco la bague. Et on avait, disons, concordé la livraison à Paris une dizaine de jours après. On devait recevoir le couple ici à Paris. Et vers les 16 heures, il y a eu un changement de programme et on a attendu alors uniquement M. Al-Fayed. Le bijou dans cette ligne étoilée a un nom, dis-moi oui, il vaut 1 200 000 francs. On a remarqué que cette bague, il sera liée à jamais à une histoire d'amour tragique, mais une histoire. Donc vous la retirez de la vente désormais? Tout à fait, c'est déjà fait. Oui. Les rumeurs d'un futur mariage propagées par certains proches de Dodi sont aujourd'hui démenties par les amis de Diana qui refusent de spéculer sur une idylle longue de 5 semaines. Pensez-vous qu'ils allaient se marier ou bien est-ce que c'est une rumeur? Nous ne savons pas. Personnellement, je ne sais pas. Dodi est censé s'être confié à un de ses autres cousins. Il lui aurait dit qu'il prenait très au sérieux sa relation avec Diana. Mais être sérieux, c'est une chose. Se marier en est une toute autre. Il est 19h. Diana et Dodi quittent le Ritz par l'entrée de service rue Cambon. Cette fois, les paparazzis sont prêts. Ils mitraillent le couple.
Henry Paul, dont l'Austin Egarella, rentre chez lui. Il a fini son service. La destination du couple, c'est l'appartement privé de Dodi, 1 rue Arsène Housset, en haut des Champs-Élysées. À leur arrivée, la pression est encore plus forte. Près de 20 photographes prennent des clichés. Je suis sorti avec Trevor pour discuter avec les paparazzi et pour leur demander de respecter le couple, de leur laisser un peu de liberté. Comme ça, avec un peu de chance, ils prendraient de meilleures photos et le couple ne serait pas agacé par leur insistance. Et quelle a été la réponse des photographes? Certains des photographes étaient d'accord. Ils nous ont dit d'accord. Mais certains d'entre eux voulaient en fait provoquer une réaction de notre part. Et nous avons été assaillis physiquement. C'est-à-dire? Bousculés, frappés avec des appareils photo. Ils étaient en colère parce que nous les avions empêchés de prendre des photos à l'arrivée du couple. Une fois réfugiée dans l'appartement, selon le garde du corps, la princesse s'inquiète du comportement des paparazzi sur la route. Elle avait peur qu'il y en ait un qui finisse par tomber sous nos roues, car ils ont des petites motos et n'arrêtent pas de zigzaguer dans la circulation. Pendant ce temps, Henry Paul, l'homme de la sécurité du Ritz, a regagné son domicile rue des Petits Champs à 2 pas du palace. Sur l'emploi du temps de sa journée, en dehors de sa mission au Bourget, son meilleur ami témoigne. Le samedi matin de l'accident, donc je suis passé le prendre à 9h30 chez lui et nous sommes partis disputer une partie de tennis à Issy-les-Moulineaux. Comme chaque samedi, nous réservions donc un tennis sur le cours de Suzanne Lenglen. Au retour, c'était rituel, nous nous arrêtions prendre nos journaux dans un kiosque, place de la Madeleine, et ensuite nous prenions un verre dans un bar du 1er arrondissement qui s'appelle le Pélican. Nous avons pris 2 Coca-Cola, ensuite j'ai raccompagné Henri à son domicile puisqu'il travaillait l'après-midi, donc je l'ai quitté à 12h30. C'était quelqu'un, à mon sens, exceptionnel, un ami que je souhaite à beaucoup de gens. De son appartement de la rue Arsène Housset, Dodi annule le dîner intime prévu avec Diana au restaurant Le Benoît, près de l'hôtel de ville. Il pense en effet qu'ils y seraient trop exposés au regard des paparazzi. C'était le genre de personne qui préférait rester discret. Je ne l'ai jamais vu donner des interviews ou des choses comme ça. Il y avait aussi un côté protecteur dans sa personnalité. Et je pense qu'il cherchait à protéger Diana, à la tenir éloignée des paparazzi, parce qu'elle ne les aimait pas non plus. Vous savez, elle concédait par moments certaines apparitions à la presse, où elle affichait son joli sourire. Mais elle ne souhaitait pas être poursuivie tout le temps. Jane Fincher, l'une des photographes attitrées de la princesse depuis 17 ans, confirme cette lassitude. Je ne l'ai pas photographiée depuis décembre dernier. J'ai arrêté de la photographier parce que je n'aimais plus cette situation. C'était difficile. Il y avait beaucoup trop de photographes autour d'elle. C'était devenu incontrôlable. En fait, je ne l'ai pas photographiée de toute cette année. Mais j'ai eu le sentiment, les dernières fois où je l'ai prise en photo, qu'elle en avait marre. Sa vie changeait et elle ne savait plus où elle allait. Si elle voulait encore être photographiée ou pas. Le couple décide finalement d'aller dîner au Ritz. À leur sortie de l'immeuble, les flashs crépitent. Je me souviens bien d'un garde du corps ouvrant la porte arrière. Il était assis à l'arrière de la Range Rover et nous a prévenus très correctement, sans aucune agressivité. Ne doublez pas les 2 voitures, gardez une certaine distance, ce que nous avons fait. Et je me souviens qu'il a levé son pouce, comme ça, en disant « Ok, vous travaillez bien, il n'y a pas de problème ». Mais il y avait 15 motos de presse autour de la voiture. Bien sûr, parce que c'était Diana, et vous savez, quand des célébrités viennent à Paris, c'est tout le temps comme ça.
21h52, Dodi Al-Fayed et la princesse de Galles arrivent au Ritz. L'équipe de sécurité de l'hôtel est surprise de ce retour inattendu. Immédiatement, nous avons été entourés par 10 ou 12 photographes environ, plus près que vous et moi ne le sommes à présent. Nous avions donc une main levée pour tenter d'empêcher les photos, tout en essayant de faire entrer le couple au Ritz. Monsieur Dodi était plus qu'en colère et a suggéré que je sorte et que je demande à ces types de partir parce que le trottoir du Ritz en France est une propriété privée. À l'intérieur du palace, Dodi et Diana sont suivis pas à pas par l'œil des caméras de surveillance. Ils s'installent d'abord à l'Espadon, le restaurant du Ritz, puis, agacés par les regards indiscrets des convives, changent d'avis et s'enferment pour dîner, rideau tiré, dans la suite impériale. Henri Paul, rappelé d'urgence sur son portable par Dodi Al-Fayed, quitte son domicile et se dirige vers sa voiture garée devant le bar La Champmêlée. Il discute quelques instants avec la patronne, monte dans sa voiture et roule vers le Ritz. Les caméras de surveillance enregistrent son arrivée en Mini. Il est 22h08. Henri Paul a reçu pour mission de coordonner une sortie discrète du couple. Dès son arrivée, il va se détendre au bar. Rien dans son comportement alors, ni dans ses gestes, ni dans ses paroles, n'intrigue le personnel du Ritz. Devant le Ritz, la foule grossit. Il y a maintenant 15 photographes et de nombreux touristes attirés par la présence de la princesse de Galles. Il y avait quand même entre 100 et 150 personnes, des touristes, que à force de dire mais qui c'est, et puis bon, il suffit qu'il y ait une personne qui apprend que c'est Diana, et là c'est attroupement, quoi. C'est parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient la voir. Curieusement, Henri Paul, d'ordinaire peu bavard, sort à plusieurs reprises pour renseigner les photographes. Il semblait heureux, animé. Il nous regardait et nous disait « Oh, elle va sortir dans 10 minutes !» C'était pas normal. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il se passait peut-être quelque chose. Qu'elle allait peut-être sortir par derrière. Et c'est à ce moment-là, je pense que certains photographes ont décidé d'attendre derrière l'hôtel. 3 photographes en effet se méfient et vont se poster près de l'entrée de service rue Cambon. Les 12 autres attendent devant l'entrée principale de la place Vendôme. Juste après minuit, le couple a fini de dîner. Dodi a imaginé un plan. Le dispositif est mis au point. Une Mercedes noire, conduite par Henri Paul, sera empruntée pour s'éclipser par l'arrière. Les 2 voitures habituelles du couple, garées devant l'entrée principale, simuleront un faux départ pour faire diversion. Il a quitté la suite et nous a dit qu'il avait imaginé un nouveau plan pour sortir par l'arrière du Ritz. Et que ce serait avec une seule Mercedes, tandis que nos 2 véhicules de sécurité resteraient devant l'entrée. Il partirait avec la princesse, Dodi, Trevor et Henri Paul au volant, puis 5 minutes après, je les suivrais avec le véhicule de secours. Quel était l'intérêt de ce plan ? Dès qu'ils se mettraient en route, je devais me faire remarquer et amener les véhicules devant l'hôtel, puis faire un appel de phare au bout de 5 minutes, attirant ainsi l'attention sur l'entrée principale du Ritz. C'était donc pour attirer les photographes loin du couple. Oui, et c'était un bon plan. Place Vendôme, la foule s'agglutine. Comme prévu, le dispositif se met en place. Il est minuit 19. Pendant ce temps, à l'arrière de l'hôtel, Henri Paul guette avec Diana et Dodi l'arrivée de la Mercedes noire du Palace, une voiture de grande remise qui appartient à la société Étoile Limousine. Henri Paul est aux ordres. Au Ritz, vous ne dites pas non, surtout pas au patron. Lorsque le patron arrive, tout doit être parfait. Si Dodi a demandé à Henri Paul de le conduire, il ne pouvait pas dire non, et certainement pas « non, j'ai bu, je ne suis pas en état ». Le chauffeur de la limousine arrive rue Cambon.
En cédant le volant à Henri Paul, il a lui aussi obéi aux ordres de Dodi Al-Fayed. Il a eu une faiblesse, il n'aurait jamais dû donner les clés à une personne qui n'avait pas sa capacité. La règle d'or de notre profession, c'est de ne laisser conduire nos véhicules. D'ailleurs, c'est dans la réglementation que par des chauffeurs professionnels qui ont le permis de grande remise et on n'a absolument pas le droit, comme les taxis, de prêter nos véhicules. Henri Paul, Diana, Dodi et le garde du corps Trevor Rhys-Jones sortent dans la rue Cambon. Il est minuit 20. Quand Diana s'approche de la voiture, 3 photographes l'attendent et prennent des photos. Une rumeur courra plus tard que le couple souhaitait se débarrasser des paparazzi pour se rendre à un rendez-vous secret. Keith Wingfield, le garde du corps, confirmera que Dodi et Diana regagnaient bien tout simplement la rue Arsène-Housset. Place Vendôme, les téléphones mobiles sonnent. L'annonce du départ du couple balaie la masse des journalistes. Certains suivent tout de même les voitures leurs, d'autres partent à la recherche de la voiture de Diana. Nous avons décidé de suivre les 2 voitures, puisque nous savions déjà que Dodi et Diana étaient partis et que les autres photographes à l'arrière étaient également partis. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que certains photographes qui travaillaient en équipe avec d'autres photographes qui étaient à l'arrière de l'hôtel avaient disparu. Je me suis donc dit que le couple avait dû sortir par l'arrière de l'hôtel. Et donc, je suis monté sur la moto et je suis parti pour essayer de les retrouver. La limousine conduite par Henri Paul quitte la rue Cambon et se dirige vers la place de la Concorde. Romuald Rat de l'agence Gamma, à l'arrière d'une moto, rattrape la Mercedes au feu rouge. En arrivant au croisement de la place de la Concorde et des Champs-Élysées, c'est vrai que j'ai vu une Mercedes avec à l'intérieur la princesse et monsieur Al-Fayed. Et cette Mercedes, dès que je suis arrivé, elle est partie très vite. Il y avait quelques photographes qui étaient là. Au changement de feu, Romuald Rat démarre le premier derrière la limousine, suivi immédiatement par 2 paparazzi dans une Fiat et un autre à scooter. Au lieu de remonter les Champs-Élysées, la Mercedes plonge brusquement vers la voie rapide Georges Pompidou. Henri Paul accélère 140, 150 km/h, peut-être plus. Une chose est sûre, Henri Paul roule vite, trop vite, au moins 3 fois la vitesse autorisée dans Paris. Les paparazzi ont du mal à suivre. Il est minuit 25. Belle en couleur. Oui, mais le soin. Découvrez Nivea Beauté. Une nouvelle ligne de maquillage avec des couleurs authentiques et le soin exclusif Nivea. Nivea Beauté, toutes les couleurs du soin. C'est l'heure d'un napolitain. D'un napolitain tellement moelleux qu'on peut toujours chercher les miettes. Napolitain si moelleux qu'il n'en reste pas une miette. L'or absolu de Maison du Café, un coffret qui s'ouvre pour libérer l'absolu de l'arôme. L'or absolu de Maison du Café, l'arôme gardé absolu. Maison du Café. Opel Astra Tiffany Turbo Diesel. Airbag Opel. Direction assistée. Verrouillage centralisé. Vitre avant et rétroviseur électrique. Jantes en alliage. Autoradio cassette RDS 6 haut-parleurs.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore mis comme trace de pas aujourd'hui? En ce moment, les Astra Turbo Diesel catalysés sont au prix de l'essence. Sur le nouveau téléphone portatif Nokia 3110, une simple touche vous donne accès à toutes les fonctions. La touche à tout faire, Navi. Le nouveau Nokia 3110 et sa touche Navi, le téléphone qui va droit au but. Nokia, pour relier les hommes. Télécom, l'an 2000, c'est vous, c'est nous. Pour devenir actionnaire de France Télécom, contactez votre intermédiaire financier ou renseignez-vous en appelant gratuitement le 10 10, 24 heures sur 24. Papa, tu te souviens à Center Park quand on jouait devant la cheminée? Le cottage est génial. Vous n'auriez pas envie d'y retourner? Center Park, ça ne se raconte pas, ça se vit. Brochure gratuite au 0803 802 802. Si vous pensez que pour vos cheveux fatigués, affaiblis, abîmés, il n'y a plus d'espoir, eh bien si, aujourd'hui il y en a. Donnez-nous juste 14 jours avec le nouveau système Pantene Pro V et vous verrez une vraie différence. Ces provitamines B5 pénètrent chaque cheveu de la racine jusqu'à la pointe pour le nourrir sur toute la longueur. Des cheveux plus brillants, en pleine santé, rien qu'en 14 jours. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça viendra. Et 14 jours, ce n'est que le début. Nouveaux shampoings et soins après shampoing du système Pantene Pro V, plus vous les utilisez, plus vos cheveux sont brillants de santé. Maman, regarde mes fleurs. Ça va sentir bon toute la journée. Attends, donne-moi tes fleurs. On va les aider, tes fleurs. Ajax Fête des Fleurs. 3 nouveaux nettoyants surpuissants au parfum merveilleux. Ajax Fête des Fleurs, la propreté va sentir bon longtemps. Si longtemps que... Ajax Fête des Fleurs, il nettoie si vite, il parfume si longtemps. TF1, avec l'or de Maison du Café, vous offre une soirée en or. Allô Nicolas, c'est maman, tu m'entends? Oui. Écoute chérie, il faut simplement que tu te protèges la tête avec ton blouson. Tu comprends? Allez-y. Entre force et faiblesse, une femme d'honneur, jeudi 20h50 sur TF1. La voiture est accrochée à la hauteur du 3e poteau. Elle dérape et se fracasse contre le 13e pilier. Elle rebondit une dernière fois et s'arrête, l'avant pulvérisé, dans le sens inverse de la marche. Le premier sur les lieux, c'est Romuald Ra, le photographe de l'agence Gamma. Il est suivi de 3 autres paparazzi, Romuald Ra et secouristes qualifiés. Je suis descendu de la moto et j'ai couru vers la voiture. À ce moment-là, j'ai pensé qu'ils étaient tous morts. J'ai eu un choc pendant quelques secondes. Je me suis un petit peu écarté de la voiture. Et au bout d'un petit moment, je me suis repris et j'étais vers la voiture pour ouvrir la porte. Parce que je voulais voir ce que je pouvais faire, essayer de leur porter secours. Vers qui êtes-vous allé à ce moment-là? Vers quel occupant de la voiture? Je suis allé vers l'arrière de la voiture. J'ai ouvert la porte arrière droite parce que c'était la seule porte visiblement que je pouvais ouvrir. Et alors, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Donc, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que pour le chauffeur, je ne pouvais rien faire. Et je me suis donc penché sur la princesse pour voir si elle était vivante.
Et alors, qu'avez-vous fait? Donc, je me suis penché sur elle pour essayer de prendre son pouls. Et au moment où je l'ai touchée, la princesse a bougé, elle respirait. Je lui ai donc parlé en anglais. Je lui ai dit « I'm here, be cool, doctor will arrive ». Personnellement, je n'ai pas appelé les secours, tout simplement parce que, après avoir regardé dans la voiture, j'ai entendu quelqu'un dire « j'ai appelé les secours ». C'est pour ça que je ne les ai pas appelés une deuxième fois. La première fois était largement suffisante. Une minute après, une voiture entre dans le tunnel venant en sens contraire. Elle est conduite par Frédéric Maillez, médecin d'urgence, accompagné d'un ami américain. Quand je suis arrivé à l'entrée du tunnel, j'ai vu qu'il y avait de la fumée, un ralentissement dans la file devant moi. Et dans le sens opposé, il y avait une voiture accidentée. Arrivé au niveau de la voiture accidentée, j'ai vu qu'il y avait assez peu de personnes autour de la voiture et que ça venait juste de se passer. Il y avait un accident qui venait juste de se passer parce que le klaxon était encore en marche et la fumée commençait tout juste à se dissiper. J'ai donc décidé de m'arrêter, évidemment, de mettre mon gyrophare sur le toit pour alerter, pour prévenir les autres voitures qu'il y avait un accident. Et je suis allé voir ce qui se passait dans la voiture accidentée. J'ai vu qu'il y avait 4 personnes dans la voiture, 2 qui étaient en état de mort apparente, comme on dit, et 2 autres personnes qui étaient sévèrement accidentées. Je suis donc retourné rapidement dans ma voiture pour téléphoner avec mon téléphone portable aux pompiers, leur dire ce qui se passait, leur donner la localisation de l'accident et leur demander les moyens nécessaires, c'est-à-dire 2 ambulances de réanimation et des véhicules de désincarcération. D'équerre 03 départ primaire, d'équerre 03 départ primaire. 2 engins de premier secours avec 10 pompiers partent 2 minutes après l'accident. Le SAMU, lui, quitte l'hôpital Necker. Sur place, le docteur Maillez soigne déjà la princesse de Galles. Il y avait déjà un pompier volontaire qui s'occupait du passager avant droite, qui était donc le garde du corps. Les seules personnes qui étaient accessibles et à qui je pouvais donner un peu d'aide était la jeune femme à l'arrière droite. Et donc, à partir du moment où eux prenaient les choses en charge, je me suis reculé et c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris mon métier de journaliste. Donc vous avez ramassé vos appareils photo et vous avez pris des photos. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai fait des photos de la scène de l'accident. Je voyais beaucoup de flashs, beaucoup de gens prenaient la voiture en photo. Ces personnes vous ont-elles gêné? À aucun moment ils m'ont gêné. J'ai eu tout à fait libre accès à la voiture et aux victimes. Et une fois que j'étais auprès des victimes, personne ne m'a empêché de faire mon travail. Au début, ils étaient 2 ou 3. Puis très rapidement, en 1 ou 2 minutes, il y en avait plein. Je dirais entre 12 et 15 photographes. Puis les premiers policiers, 2 îlotiers du 8e arrondissement, arrivent sur les lieux, presque par hasard. Des touristes américains prennent des photos de la scène. Un rapport dénoncera plus tard l'attitude agressive de certains photographes. C'était vraiment le chaos, la jungle. Les photographes grouillaient tout autour de la voiture. Au moins 1 ou 2, en tout cas, ont contourné un des policiers avant de se coucher littéralement sur le pare-brise pour faire des photos de la princesse. J'ai vu ce même grand photographe aller jusqu'à la voiture. Et c'est celui qui est allé le plus près de la voiture avec son appareil photo, selon moi. À quelle distance? 50 cm environ. Avec un long objectif? Avec un long téléobjectif très long. Un de cette taille-là et de très très près. Je veux dire qu'il a pratiquement introduit son appareil dans la voiture. Et cette version des faits est confirmée par ce fameux rapport des 2 premiers policiers arrivés sur place. Le policier se précipite, les photographes opposent une résistance, ils sont virulents, empêchent même un îlotier d'aider la victime. Il continue à prendre des photos. L'un des photographes déclare même « Laissez-moi travailler.
À Sarajevo, les flics nous laissent faire. Vous n'avez qu'à vous faire tirer dessus et vous verrez. Certains prenaient des clichés et un criait vivement de ne pas prendre de photos de l'intérieur. Là, j'ai vu effectivement une femme assise sur le plancher, derrière le siège du garde du corps, en fait, le siège passager droit, et entre donc ce siège et la banquette arrière. Cette femme, elle était inconsciente, elle parlait? Elle semblait inconsciente dans un premier temps, mais quand la personne s'est approchée d'elle, lui a pris la main, je pense, elle a ouvert les yeux, et là, ça m'a rassuré, je me suis dit, elle est en vie. Sur les 12 témoins clés de la crime, voici 3 d'entre eux. Premier témoin. J'attendais des clients avenue Montaigne. J'ai vu une voiture roulant vite pour ralentir la Mercedes, type Ford Mondeo. La Mercedes roulait à 150 km/h. Derrière, il y avait une moto. La Mercedes a rétrogradé pour prendre de la puissance. Elle a bondi en avant. Les pneus ont crissé. J'ai entendu le choc. Il me semble avoir vu des flashs. Deuxième témoin. Je venais en sens inverse, j'ai entendu un petit impact, un crissement de pneus. J'ai vu 2 véhicules, dont un sombre qui accélérait. La Mercedes roulait vite, elle a glissé et heurté le pylône. Troisième témoin enfin. Avant de pénétrer dans le tunnel, j'ai vu des éclairs au loin. Je n'ai pas vu de véhicule derrière la Mercedes. Je pense que pour éviter cette Clio ou cette Super 5, la Mercedes a tenté de dépasser, puis elle a heurté le mur. Mais avant, je n'ai pas vu d'autres chocs. 7 minutes après l'accident, les secours sont sur place. 2 photographes de l'agence LS Press qui ont pris des gros plans de l'intérieur de la Mercedes rapportent leur film au bureau. Ils ont fait à eux deux entre 30 et 40 photos, je ne sais pas exactement. Et un officier de police est venu leur dire « Ok, vous avez fait votre travail, maintenant vous partez ». C'est pour ça qu'ils n'ont pas été inquiétés comme les autres. Ils n'ont jamais été attrapés, ils n'ont pas essayé de partir. On leur a dit « Vous avez fait votre job, ok, maintenant c'est fini, vous partez ». Et ils sont partis. Sur place, les pompiers apportent les premiers soins, il y a de l'agitation sur place, et personne ne pense à demander l'identité des victimes. C'est qu'au bout d'un certain temps que le chef des pompiers sur place se rend compte qu'il s'agit de la princesse de Galles et alerte l'état-major qui m'alerte, qui me fait venir sur les lieux. Au même moment, au-dessus du tunnel, le convoi leur passe, suivi par quelques photographes. Après quelques minutes, nous avons vu qu'il y avait un accident sur notre gauche, juste dans le tunnel, parce que les services de secours étaient là. J'ai immédiatement appelé à l'appartement en demandant si le groupe était arrivé. Ils m'ont dit non, donc je me suis dit, bon, ils ont probablement fait un détour à cause de l'accident. Et là, j'étais un peu déçu, j'ai dit, je l'ai perdu, je rentre à la maison, je suis fatigué, je verrai ça demain. Donc pour rentrer à l'agence ici, je suis obligé de reprendre les quais. Et je prends les quais et je tombe sur le motard de Gamma d'Armont. Je comprenais pas pourquoi il était là. Et je regarde comme ça sous le tunnel, je vois une voiture, puis je dis, mais ça a dû être terrible l'accident là. Et lui, il me regarde, il me dit c'est Diana. 25 minutes après le drame, le préfet de police arrive sur les lieux. Lorsque j'arrive sur place, je prends connaissance de la situation, c'est-à-dire qu'il y a un accident, est-il besoin de le souligner, gravissime, qui vient de se produire, dramatique, et que je vois là un véhicule extrêmement endommagé, avec à droite une personne qui est en train de souffrir manifestement, et j'apprendrai plus tard qu'il s'agit de Trevor Rhys-Jones, qui est donc le garde du corps. Il y a à la gauche le conducteur, dont je saurai plus tard qu'il est Henry Paul et qui est mort. Il y a à droite Lady Diana, qui est en train d'être extraite pour être placée sur un brancard et qui va être placée dans une ambulance de réanimation du SAMU, et on est en train de transférer au sol de manière à pratiquer un massage cardiaque monsieur Emad Al-Fayed, qui me paraît ou très grièvement blessé, voire déjà décédé. La situation est donc gravissime et j'en prends conscience immédiatement. Dodi est déclaré mort après un quart d'heure de massage cardiaque. Inconsciente, Diana souffre d'une fracture de l'épaule droite et d'une plaie à la poitrine. Les médecins suspectent une hémorragie thoracique. Tension effondrée, pouls rapide. Diana est intransportable. Elle doit être perfusée sur place. La crime commence son enquête. 6 photographes et un motard de presse sont interpellés et conduits dans les locaux
de la première division de police judiciaire, rue de Courcelles. Appareils photo et pellicules sont alors saisis. Et la garde à vue commence. Transférés au 36 quai des Orfèvres, les 7 personnes arrêtées seront mises en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. On parlait pas. On était... On revenait pas de l'accident. C'était impossible que ça soit elle. On s'est dit, c'est pas possible. C'est inimaginable. On se dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, on n'aurait jamais cru que l'accident allait causer sa mort, à elle comme à lui. Pendant ce temps, les 2 photographes qui ont pris des gros plans de la Mercedes reviennent développer leur film à leur agence. Se sachant recherchés, ils se présenteront spontanément le jeudi à la brigade criminelle et seront également mis en examen. J'attendais les films de la journée, de leur journée de travail. Et évidemment, ils étaient un peu paniqués. Et tout de suite, le débat a porté sur l'opportunité de diffuser ces photos ou pas. Au bout de plus de 2 heures de débat, on est arrivé à l'accord, à la solution de diffuser 5 photos de la princesse Diana dans la voiture, blessée dans la voiture. Et j'ai commencé à commercialiser ces photos vers 3h30, 4h moins le quart du matin. Il était impossible d'imaginer que la princesse Diana allait mourir quelques heures plus tard. Parce que il y a effectivement beaucoup de monde sur ces photos et on aperçoit son visage dans la voiture, derrière le siège du conducteur, et son visage est intact. Je ne crois pas à un code de bonne conduite. C'est trop tentant pour les médias. Le fait est que Diana est irremplaçable. S'il y avait une autre Diana, une autre jeune et jolie princesse, avec toutes ses fabuleuses robes, une princesse de conte de fées, je pense que les photographes seraient toujours là. Mais il n'y a personne pour l'instant pour la remplacer. Alors c'est facile de dire on ne le fera plus. Ils ne peuvent pas le faire, de toute façon il n'y a personne. Mais je pense que dans quelques années, quand le prince William aura des petites amies, alors tout recommencera comme avant. 1h45, stabilisée médicalement, Diana peut être déplacée avec d'infinies précautions. L'ambulance du SAMU roule vers la Pitié-Salpêtrière, puis elle doit s'arrêter sur le pont d'Austerlitz. Impossible d'aller plus loin. Les médecins du SAMU doivent d'urgence soutenir le cœur de Diana. L'ambulance du SAMU, que l'on aperçoit ici sur cette photo, remonte enfin le boulevard de l'Hôpital vers la Pitié. Et il reste 500 mètres à parcourir. Aux urgences du pavillon Gaston Cordier, le bloc opératoire est prêt. Les professeurs Rioux et Pavie attendent. Et cette salle servira de PC improvisé à Jean-Pierre Chevènement et à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Jusqu'au dernier moment, je dirais que l'ensemble des personnalités qui sont réunies à l'hôpital de la Pitié ce soir-là et l'équipe médicale elle-même auront au fond d'eux-mêmes cette lueur d'espérance qui leur fera croire que la princesse pouvait survivre. Mais lorsque nous l'avons vue sortir de l'ambulance de réanimation, du service de réanimation, nous avons eu à ce moment-là un très mauvais pressentiment. Dès 2h30, depuis ce bureau, l'ambassadeur de Grande-Bretagne prévient le palais de Buckingham et Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. À Balmoral, le prince Charles décide de réveiller la reine, mais choisit de laisser dormir ses enfants, William et Harry. C'est une ambiance extrêmement concentrée, extrêmement attentive. L'ambassadeur de Grande-Bretagne est en liaison avec son gouvernement et les autorités britanniques. Le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, est en liaison avec le Premier ministre et les autorités gouvernementales françaises à qui il fait part d'un certain nombre d'éléments d'information que nous avons et nous attendons. Et au bloc opératoire, les professeurs Rioux et Pavie se relaient pour masser à cœur ouvert la princesse Diana. Tout est tenté pour la sauver. Cette affaire, malheureusement, ne se conclura qu'à 4 heures du matin, lorsque l'on demandera au ministre de l'Intérieur, qui souhaitera que je l'accompagne, que l'on descende au bloc
pour que le professeur Rioux, d'une part, le professeur Pavie, d'autre part, nous annonce cette nouvelle triste qui était celle de la mort de la princesse de Galles. À 5 heures, Mohamed Al-Fayed, venu de Londres en avion privé, arrive à l'hôpital pour se recueillir devant la dépouille de son fils. J'ai été très frappé par la dignité de ce monsieur, une très grande dignité. Il était effondré, mais le ministre de l'Intérieur lui a donc transmis ses condoléances, fait ses condoléances, et je me souviendrai toujours de ces paroles du père de Dodi El-Fayed. Il disait: c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Alors, il répétait cela, n'est-ce pas? C'est comme ça, on ne peut rien faire. J'ai conservé une image, celle de la princesse que l'on plaçait dans l'ambulance de réanimation sous le tunnel de l'Alma, qui était l'image d'une femme d'une grande beauté que nous connaissons tous et pour qui nous avions une très vive admiration, est-il besoin de le dire. Je ne pourrais dire que ce que tout le monde pense, comme tout ceci est bête, comme tout ceci est navrant. À 5h44, un communiqué brutal de l'AFP informe le monde entier. Diana est morte. À l'Institut médico-légal de Paris, le docteur Lecomte a déjà effectué les premiers tests d'imprégnation alcoolique sur Henri Paul, le chauffeur. Les résultats après cet examen de routine révèlent 1,75 g d'alcool par litre de sang, 3 fois la limite autorisée. Dans le sang, on retrouve aussi un calmant, le thiapridal, et un antidépresseur, le Prozac. Lors de l'autopsie, on va prélever le sang dans les cavités cardiaques. Ce sang sera mis dans 2 flacons qui seront scellés devant un magistrat ou devant un officier de police judiciaire. Et un de ces flacons sera adressé à un biologiste expert des tribunaux qui fera l'analyse. Le second, on le garde si jamais le juge ou la famille veut une contre-expertise. Est-ce que ces tests sont fiables? Ces tests sont tout à fait fiables car ce sont des appareils qui font des analyses chimiques et l'erreur en pourcentage est de 6 à 7%. Donc si on vous dit 1,8 g, ça peut être 1,7 g ou 1,9 g. Mais l'erreur est de moins de 7% à peu près de l'échantillon du sang avec l'alcool que l'on a testé. À Londres, Mohamed Al-Fayed et son expert en médecine légale contestent cette version. Pour ce médecin, les analyses ne sont pas fiables, des propos repris en écho par l'entourage du milliardaire. Selon moi, vous savez, rien dans son attitude ne suggérait qu'il était ivre. Il était exactement tel qu'il était au cours de l'après-midi, juste un chic type, et il était sobre. Je connais Henri Paul depuis 10 ans environ. Je l'ai toujours considéré comme un individu très sobre, et si je peux utiliser cette expression, comme un professionnel de la sécurité. J'ai parlé à tous ceux qui étaient au Ritz ce soir-là et qui ont eu affaire à lui au cours de cette période de 2h10. Ils me l'ont tous décrit comme étant parfaitement normal. Un des employés du Ritz a bien voulu briser les consignes de silence, mais par sécurité, sa voix a dû être masquée. Nous avions vu Henri Paul dans un état bien avancé auparavant, lors de célébrations. Peut-être pas complètement ivre, mais bien parti. Ce n'était pas non plus un chauffeur professionnel. Cette année, vers le 1er mai, il y a eu une réception arrosée et ça s'est passé de la même façon. Il est entré à la réception pour prendre son service alors qu'il était ivre. Il tenait encore debout, mais il riait et disait n'importe quoi. Les proches d'Henri Paul dépeignent un homme bon vivant, raffiné et discret, fidèle et dévoué dans son travail, mais en aucun cas un alcoolique. À mon sens, c'est impossible. C'était quelqu'un d'exceptionnel, très maître de lui. Vous savez, moi, je me suis vu donc décoller de Toussul-Noble par grand vent, nuit noire, à 19h30 le vendredi soir pour nous rendre à Lorient, ce qui représentait 2h30 de vol, de nuit, avec des conditions météorologiques très défavorables. Quelqu'un donc qui est alcoolique ne peut pas réaliser de telles choses. C'est impossible. Passionné d'aviation, titulaire d'une licence de pilote privé, Henri Paul totalisait 605 heures de vol. 2 jours avant le drame, il avait subi une série d'examens et avait obtenu sans difficulté un certificat d'aptitude physique et mentale de l'aviation civile.
fait mal pour son image parce que moi je l'imagine pas comme ça et il n'a pas disparu comme ça, il n'a pas disparu en tant qu'alcoolique, il a disparu en tant que manipulé dans un système mais pas en tant qu'alcoolique. C'était quelqu'un de bien. Je pense sincèrement c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de rare. Aujourd'hui des gens comme lui, il y en a peu. Le juge ne délivrera un permis d'inhumer que 20 jours après l'accident. 3 analyses confirmeront le premier prélèvement, 1,75 g d'alcool par litre de sang. Tout de suite après cette pause publicitaire, l'enquête vous dira notamment si la voiture transportant la princesse de Galles a été accrochée ou non par un autre véhicule qui a pris la fuite. Vous le verrez, la réponse sera précise. Sympa, des gens sympas. Berlingot, le multispace de Citroën. Les allocations Huggies, elles sont pour gagner 500 francs par mois pendant 1 an. Ils disent oui. Jouez au 08 36 68 18 81. Les réponses sont sur les paquets. Allô, les allocations Huggies? Chez les opticiens Atoll, pour l'achat de lunettes à verre progressif Atoll, la 2e paire est gratuite. Voilà au moins un cadeau qui vous servira. Du haut d'Atoll, la 2e paire c'est utile et c'est gratuit. C'est quand il est petit qu'un enfant découvre le goût. Si un enfant aime le ketchup Amora, c'est pour sa couleur rouge vif, sa saveur originale et sa drôle de bouteille. Au moment où ses sens s'éveillent, le ketchup Amora lui fera découvrir le plaisir de goûter à tout. Amora, par amour du goût. Suisse aux plantes, bienfaisant et rafraîchissant. Cette femme a le nouveau Fercalor. 102 trous pour encore plus de puissance. Aquaglisse Turbo Pro, efficace dès le premier passage. Ah, alors comme ça, c'est vous qui n'avez toujours pas goûté à la fruissonnade. Votre petit déjeuner, c'est classique. Pain, beurre et toujours la même chose dessus. C'est le côté nouveau qui vous fait peur? Essayez la fruissonnade. C'est nouveau et c'est au rayon frais. Amora fait le tour des cuisines du monde pour vous faire découvrir ses sauces prêtes en 5 minutes. La créole à l'ananas, l'aigre douce à la cantonaise et l'authentique sauce au curry royal de Madras. Goûtez le monde. Prête en 5 minutes à la poêle. Amora par amour du goût. Eddie Mitchell. La vidéo Bercy 97. Avec RFM, la vidéo et son fascicule, 89 francs. Johnson présente Canard déboucheur avec Javel, un nouveau déboucheur super puissant. Sa formule gel attaque directement le bouchon pour mieux l'éliminer. Et en plus, sa formule avec Javel désinfecte parfaitement vos tuyaux. Dangereux, utilisé et conservé hors de la portée des enfants. Canard déboucheur avec Javel, encore une victoire de Canard. Si toute la maison réclame Scotch Brit, ce n'est pas un hasard. La légendaire Scotch Brit Action Verte nettoie et récure très vite. L'incomparable Action Bleue préserve l'éclat de la vaisselle délicate. La super efficacité d'Action Rouge élimine les taches rebelles. Et la douceur d'Action Blanche prend soin de votre salle de bain. Seules les actions de Scotch Brit nettoient comme ça. C'est propre, c'est Scotch Brit. Vous avez déjà vu des déménageurs aussi à cheval sur la qualité? Moi, jamais. Demeco, premier groupe titulaire de la marque NF Service. Nous avons inventé le processeur Pentium 2 pour que votre PC puisse réaliser des choses extraordinaires. La moindre des choses était de trouver un moyen aussi fabuleux pour l'annoncer au monde entier. Et c'est parti pour un tour.
Ce soir, le poids de la famille s'allège sous la plume des écrivains. Et puis j'ai adopté mon père. C'était pire qu'un cordon ombilical entre lui et moi. Heureusement qu'il est mort. Je dis ça de l'homme que j'ai le plus aimé. Hein. Heureusement qu'il m'a laissé la place. D'abord, c'est lui qui a écrit et c'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Ex Libris, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, tout de suite après Le Droit de Savoir. Après l'alcool, l'explication la plus simple est le lieu de l'accident, le tunnel de l'Alma, un tunnel dangereux datant de 1956, où en 15 ans, 34 accidents ont fait ici 8 morts et 8 blessés graves. Au même endroit, en 93, 2 motards font la course, bilan 1 tué. Le radar est d'ailleurs régulièrement installé ici, au 28 avenue de New York, ou bien dans l'autre sens, après le tunnel. Et depuis le 1er janvier, le radar a déjà flashé 4650 automobilistes roulant trop vite. Alors un radar gênant a-t-il aveuglé Henri Paul le soir de l'accident? Les dernières opérations de contrôle de vitesse précédant l'accident mortel du 31 août ont eu lieu le 28 août entre 20h et 22h45 en aval du tunnel, c'est-à-dire du côté de l'avenue de New York, et le 29 août entre 8h et 12h15 en amont, c'est-à-dire du côté du cours Albert Ier. Il n'y avait donc, et je suis définitif sur ce point, aucune équipe de radar des unités de la préfecture de police aux abords du tunnel de l'Alma dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Autre rumeur, un film de la police a-t-il été caché? Seule la caméra numéro 604 installée place de l'Alma permet de voir la voie express entre le pont et le souterrain. Mais dans la salle de commandement de la préfecture, l'image de l'Alma est intégrée à un mur de 40 télévisions changeant toutes les 4 secondes, car il faut surveiller à Paris 320 sites à la fois. Donc, cette image n'a pu passer que 4 secondes et rien n'a été enregistré. Enfin, ces caméras sont sans infrarouge, elles servent uniquement le jour à surveiller manifestations et cérémonies. Troisième hypothèse maintenant, une défaillance mécanique. La Mercedes 280S, achetée d'occasion en 1994, avait été volée fin avril. Le concessionnaire avait dû changer le système de freinage, ABS, et l'antipatinage, et enfin remplacer la direction assistée. Montant de la facture, 114 666 francs. Un double contrôle technique avait validé ces réparations. Ce véhicule a été réparé chez Mercedes dans les normes, ça a coûté une certaine somme, et ensuite vérifié par les services techniques de la préfecture au service des mines. Donc si les mines ont donné l'autorisation de circulation à nouveau, cela veut dire que le véhicule était en parfait état. Mais la brigade criminelle et le juge Stéphane reprennent tout à zéro. Avant qu'il ne soit tenu au secret de l'instruction, la veille de sa désignation, nous avions interrogé l'expert chargé du dossier. Pour déterminer la vitesse d'un véhicule, il faut tenir compte de nombreux paramètres. Premièrement, le véhicule, ses qualités de tenue de route, de freinage. Secondo, les qualités du conducteur. Est-il professionnel ou pas? Est-il sous l'emprise de l'alcool ou pas? Et aussi la qualité du revêtement. Donc, et avec tout ça, on peut faire certains calculs qui nous donnent une fourchette de vitesse. Désormais, en travaillant sur l'épave, l'expert va pouvoir examiner les longerons et traverses, ici en rouge, qui ont le plus bougé. Les torsions indiquent le sens du choc et surtout sa violence. Comme ici, lors d'un choc frontal en laboratoire à 55 à l'heure, une voiture dévie toujours. Elle travaille, disent les experts. À partir de ces constatations, certaines données confidentielles de résistance aideront l'expert et le juge. Mercedes a d'ores et déjà proposé ses services. Mais les conclusions de l'expert ne seront pas rendues avant le mois de février 1998. Parallèlement, la crime travaille aussi sur une autre piste que les photographes, celle d'une Fiat Uno bleue qui aurait perdu des morceaux de clignotants rouge et blanc et des éclats de peinture lors d'un accrochage avec la Mercedes sous le tunnel. En partant d'un simple bain de peinture et de débris de clignotants, les gendarmes sont capables de retrouver l'année modèle et même le réseau de distribution. Tout est décortiqué ici, dans le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Rosny. C'est au département véhicule qui compte 160 spécialistes que nous nous étions rendus en mai dernier.
La division optique possède une des plus incroyables collections de phares d'Europe. Et voici comment on reconstitue le fameux clignotant de la Fiat Uno. Là, nous avons le scellé avec tous les éclats qui ont été ramassés sur les lieux de l'accident. Et c'est un travail minutieux de patience, tout simplement, pour essayer de voir si chaque morceau correspond bien, parce qu'il peut y avoir plusieurs phares à la fois et plusieurs véhicules en cause. Donc, petit à petit, le phare prend sa forme et nous pouvons voir qu'en l'espèce, tous les morceaux de ce scellé correspondent à un phare de véhicule. Et à partir d'un minuscule éclat de peinture qu'on appelle une microtrace, l'ordinateur se met seul au travail. L'analyse que nous pratiquons en général permet de dire également si un véhicule a été repeint. Nous sommes capables de distinguer les peintures d'origine et des peintures relatives à des réparations. Interpellation puis audition, la troisième étape de l'enquête a consisté matériellement mercredi à ramener la berline pesant 1,9 tonne sur les lieux de l'accident. Dans le souterrain de l'Alma, pendant 5 heures, solidement protégés, les experts de la police scientifique, les gendarmes et le juge ont replacé la Mercedes aux endroits exacts des chocs. Étude de la déclivité, c'est-à-dire de la pente, et calcul du rayon de la courbe, les relevés faits sur place ont permis de redessiner l'angle du crash dans les 100 derniers mètres parcourus. Les points d'impact à la hauteur des piliers numéro 3 et numéro 13 ont été également redessinés. La brigade criminelle a donc dû reprendre à zéro les premiers relevés, jugés trop imprécis et effectués sur le terrain le soir du drame. En résumé, la brigade criminelle a 2 convictions. Premièrement, la Mercedes, sauf révélation contraire de l'expertise, n'est pas en cause. La piste d'une défaillance mécanique peut a priori être écartée. Deuxièmement, il y avait bien, le soir du drame, une voiture, la fameuse Fiat Uno, qui, sous le tunnel de l'Alma, a été accrochée par la Mercedes. Enfin, la tâche des policiers sera difficile. Il reste 700 Fiat Uno à examiner, avec cette question importante: pourquoi le conducteur a-t-il pris la fuite ? Voilà, avec la collaboration de la BBC, nous avons essayé de répondre avec le plus de précision et d'honnêteté possible aux questions que pose cet accident de la route, que je qualifierais d'accident d'État. Au fil des jours, un certain nombre de témoins fantaisistes ont colporté des rumeurs, nous semble-t-il, tout aussi fantaisistes. Il n'y a aucune trace, ni au ministère de l'Intérieur, ni au Quai des Orfèvres, ni à l'hôpital de la Pitié et Salpêtrière, ni au palais de justice, sur une quelconque grossesse de la princesse. Nous pouvons simplement ajouter à ce jour ceci. Les corps de la princesse de Galles et de Dodi Al-Fayed ont été observés par un médecin légiste à Paris. En revanche, ils ont été autopsiés par le docteur Burgess à la morgue de Fulham, à Londres. On a trouvé dans leur sang une dose normale d'alcool, mais aucune autre trace de quoi que ce soit. Quant au seul rescapé de l'accident, Trevor Rhys-Jones, faute d'avoir retrouvé la totalité de sa mémoire, il n'a, pour l'instant, en rien fait avancer l'enquête. Prochain droit de savoir le lundi 20 octobre, avec pour thème une enquête sur un monde étrange, celui des jumeaux. Les journalistes du droit de savoir se sont intéressés à plusieurs couples de jumeaux parce que les médecins, les chercheurs les observent de plus en plus, pour une raison au moins. Les jumeaux sont des clones humains qui permettent de faire avancer la science dans le domaine de la génétique, l'obstétrique et plus particulièrement dans celui du comportement humain. Bonsoir. On explore les méandres de l'amour filial avec Alexandre Jardin, Catherine Hervé-Bazin, Catherine Allégret et d'autres sur le plateau d'Aix-Libris.
belle en couleur. Oui, mais le soin. Découvrez Nivea Beauté. Une nouvelle ligne de maquillage avec des couleurs authentiques et le soin exclusif Nivea. Nivea Beauté, toutes les couleurs du soin. Nouveau déodorant Fa, fraîcheur fruitée. Découvrez la nouvelle fraîcheur Fa. Son parfum kiwi papaye vous transporte dans un nouveau monde de sensations. Ressentez pendant 24 heures cette nouvelle fraîcheur vivifiante qui vous protège efficacement. Fa, l'évasion fraîcheur. Ça, c'est mon parfum. Ça, c'est son parfum. Et ça, c'est le parfum d'intérieur de notre maison. Nouveau Ambipur parfum d'intérieur, des senteurs délicates pour votre maison. Ambipur parfum d'intérieur, jusqu'à 45 jours d'efficacité permanente. Ambipur, efficacité prouvée. Ah bah les affaires marchent bien, on dirait. C'est le bahut préféré de mon comptable. Je m'en sers, il me coûte pas cher, je m'en sers pas, il me coûte rien. Hein? Comment va? Ça m'étonne pas. Je change à ma place, je t'expliquerai. Et oui, louer chez Ada, c'est rentable. À partir de 189 francs par jour et 1 franc 30 du kilomètre. Avec le nouveau forfait intégral Bouygues Télécom, 175 francs, 2 heures d'appel partout en France. Le téléphone est compris. Désormais, plus rien ne vous retient. Bouygues Télécom, téléphoner devient un 6e sens. En ce moment, Speedy fait une promotion vraiment bien. 25% de réduction sur les plaquettes et les disques de frein. Alors j'en ai profité. En plus, avec la garantie 2 ans et les 5 engagements Speedy, je suis tranquille. Alors un conseil? Va donc chez Speedy, Speedy. Marouche Cadette Mers utilise le shampoing antipelliculaire Head & Shoulders. La caméra est un œil redoutable qui voit tout. Mes cheveux doivent être parfaits, sans pellicule. Parce qu'au cinéma, on peut refaire une prise 20 fois, 30 fois. On peut pas se permettre d'avoir recommencé une prise parce qu'il y a des pellicules. J'ai trouvé ce shampoing Head & Shoulders. Un produit comme ça, on ne le lâche plus. C'est incroyablement efficace. Les cheveux, ils sont très brillants, très doux. Vous voyez maintenant, quand on me dit moteur, et que tout le monde est là, tout le monde regarde, bien sûr que je traque. Mais un petit peu moins. Head & Shoulders, des cheveux superbes sans pellicule. Opel Astra Tiffany Turbo Diesel. Airbag Opel. Direction assistée. Verrouillage centralisé. Vitre avant et rétroviseur électrique. Jantes en alliage. Autoradio cassette RDS 6 haut-parleurs. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'a encore mis comme trace de pain aujourd'hui? En ce moment, les Astra Turbo Diesel catalysés sont au prix de l'essence. Télécom, l'an 2000, c'est vous, c'est nous. Pour devenir actionnaire de France Télécom, contactez votre intermédiaire financier ou renseignez-vous en appelant gratuitement le 10 10, 24 heures sur 24. Messieurs, bonjour. Alors la réunion peut commencer. Le papier toilette Lotus. Pichon, je vous écoute. Quelle douceur! C'est normal, c'est grâce à sa texture exclusive. Et en plus, il est très résistant. N'en faites pas trop, Barnabé. Bon, très doux, très résistant, très bien. Bon, parlons-en à nos moments. Oh, bonjour madame. Eh bien, Janine, j'avais demandé un café. Papier toilette Lotus, une raison de plus de préférer Lotus. Alors Vincent. Et qu'est-ce que c'est qui est là? On continue la grande débrouille? Eh oui, oui. Alors là, ça va dégénérer là. Ça fait quand même du bien de se détendre un peu, non? Oui, mais tu recommences à encourager le mensonge et à piéger les gens. J'ai plusieurs histoires d'amour dans le film. J'ai piégé, c'était pour la grande débrouille. Vous voyez bien, c'est pour rire, on s'amuse. Ça va, Vincent. Passe encore pour cette fois. Mais on en reparlera. La Grande Débrouille, mercredi 20h50. Manquer une telle émission serait vraiment un péché. Oui. Ex Libris
Munich.